Je tiens très particulièrement à remercier l'Académie d'architecture, qui est représentée aujourd'hui par M. Benjamin Mouton, qui est conservateur, archiviste, mais de l'Académie, après avoir été en 2005 président de l'Académie d'architecture. Je vais donc passer la parole maintenant à monsieur Mouton, qui veut bien nous dire quelques mots. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue ici à l'Académie d'architecture. L'hôtel de Chaulnes dans lequel vous êtes a été construit aux environs de 1611. Il a cette particularité d'occuper 2 pavillons de la place des Vosges, qui est un cas unique. Et pendant tout l'Ancien Régime, il n'a cessé de s'enrichir, d'embellir en quelque sorte, s'enrichir de décors et d'extensions. Et c'était connu pour être un des lieux les plus brillants, les plus courus aussi, de la société parisienne jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Alors vous êtes rentré par l'aile qui est là-bas, qui est l'aile construite en 1675 par Jules Ardoin-Mansart, une extension déjà. Jules Ardoin-Mansart qui a fait l'aménagement de la plupart des salons ici, mais chaque génération a voulu apporter quelque chose de particulier. Vous êtes ici, après être passé dans l'antichambre, puis dans ce salon avec les faux marbres, salon des faux marbres qui est aussi déjà un exemple de qualité exceptionnelle de décor, créé vers 1788, de la même façon que cette salle d'égypterie qui porte le nom de ces décors, qui sont tous des décors qui ont été sculptés en œuvre et absolument pas moulés, et qui est un décor rarissime. On n'en connaît pas d'exemple à Paris, on en connaît très peu d'exemples dans l'ensemble de la France, plutôt dans le Midi, mais à ce point, apparemment, c'est assez unique. 2 décors qui ont été créés avec le salon des faux marbres. En 1788, la famille de Nicolai n'a pratiquement pas eu l'occasion d'en profiter, puisque malheureusement, la Révolution les a interrompus dans cette voie. Au XIXe siècle, l'hôtel, évidemment, a été dépecé, transformé, entresolé. Et l'Académie d'architecture s'en est rendue propriétaire en 1967. L'état était tel qu'il a fallu 2 ans de travaux pour essayer de redonner, en quelque sorte, retrouver cet ensemble architectural et décoratif tout à fait exceptionnel. L'Académie d'architecture, mais vous m'avez précédé en quelque sorte, effectivement, ce n'est pas l'Académie des architectes, c'est l'Académie d'architecture, c'est-à-dire elle regroupe non seulement des architectes, mais un certain nombre de personnes et de personnalités de la société civile qui se consacrent en quelque sorte à la valorisation de l'architecture. Architecture au sens noble du terme, c'est-à-dire en quelque sorte l'aménagement des conditions de vie de l'homme, ce en quoi, à la suite d'ailleurs d'un certain nombre de conférences qui ont été données ici sous ma présidence, a fait découvrir qu'effectivement, l'architecture, vue sous cet angle, est bien un humanisme. Alors, il est évident qu'ici, vous êtes en terre d'humanisme en quelque sorte, et je vous accueille avec grand plaisir pour ça. Merci d'avoir choisi l'Académie. Et compliments encore pour l'activité qui est la vôtre et à laquelle j'attache la plus grande importance et le plus grand intérêt. Je transmettrai au président donc vos remerciements. Je vous souhaite une bonne cérémonie. Merci, M. Mouton, pour vos propos en forme de point de suspension pour le futur. Je voulais dire combien la notion d'humanisme, et c'est de ce point de vue-là que je parlerai particulièrement maintenant, la notion d'humanisme qui est si large d'application dans les multiples champs de l'existence humaine, doit trouver dans notre fondation quelques sillons particulièrement importants à creuser. Et l'architecture
compte tenu de sa portée sur la vie humaine, devrait faire partie de ces sillons à creuser. Voilà. Et notamment, je dois préciser que ce prix du journal intime, qui inaugure cette action, cette activité de la Fondation Clarence pour l'humanisme, va être suivi d'un autre travail dans le champ également esthétique, mais celui-là du cinéma, avec la création d'un prix du cinéma de réel qui doit incarner un effort particulier de la Fondation en 2022. Je remercie d'ailleurs les représentants ici du cinéma du réel qui ont bien voulu venir à nos côtés. Alors, Monsieur Mouton, j'ai lu, du point de vue de l'architecture, que dans le cadre de votre action bien dense, vous aimiez interpréter de façon contemporaine des éléments architecturaux aux anciens, et en les mêlant, ces éléments contemporains aux anciens, cela consonne bien avec notre désir d'affronter les questions de filiation dans tous les domaines aujourd'hui. C'est donc du point de vue de la Fondation que je dis quelques mots, et donc de la quête de l'humanisme dans l'intimité des journaux personnels, cette quête qui est l'une des perspectives majeures de ce prix du journal intime, et en particulier de ce printemps à Ango, écrit par le poète Ishikawa Takuboku, du 7 avril au 16 juin 1909, et qui a été choisi comme lauréat par le jury du prix, que je salue ici plus particulièrement. Et la lecture du journal de Takuboku nous met de plein pied dans une relation directe avec son auteur. La phrase est débarrassée de tout ornement. Elle exprime de manière tranchante le contexte dans lequel se trouve Takuboku, et elle distille un sentiment de très grande proximité. On saisit ainsi le refus de l'auteur de l'idéalisme rêverie de la littérature japonaise du passé au profit de la reconstruction d'un idéalisme sans illusion, mais qui aide à vivre. Là, je reprends des termes de Takuboku lui-même. On comprend aussi pourquoi il pouvait exceller dans la poésie très courte, dans les tankas, comme les haïkus, qu'il ne pratiquait pas directement, ce genre de haute tradition qu'il ressaisit dans cette modernité qu'il inaugure, selon ce que nous apprennent les spécialistes de la littérature japonaise. Il découvre, sur 3 lignes, un moment fugitif du réel, avec le moins de mots possible, afin de ne se laisser abuser ni par eux, ni par l'image du poète génie au-dessus de la mêlée et des choses communes. Nous aurons quelques petits exemples tout à l'heure dans la lecture que M. Pfister, qui a eu ce bonheur de publier ce Printemps à Ango aux éditions Arfuyennes, d'entendre quelques-uns de ces tankas humoristiques. Si l'on cite Takuboku, la poésie ne doit pas être ce qu'on a l'habitude d'appeler poésie. Elle doit être un compte-rendu exact, un honnête journal des changements dans la vie émotionnelle d'un homme. Un poète doit premièrement être un homme. Deuxièmement, il doit être un homme. Troisièmement, il doit être un homme. En outre, il doit posséder toutes les qualités de l'homme du commun. Écrit-il dans un essai littéraire dont l'appellation est fort évocatrice de cette conception esthétique, poème à manger. C'est dans cet état d'esprit que surgit le texte du journal, distingué par le jury du prix. En caractère romagie, c'est-à-dire romain, latin, ainsi entend-il aussi rompre avec la tradition et atteindre en toute liberté son réel lamentable ou pitoyable, selon ses propres mots, qui constamment reviennent sous son crayon et scandent sa mélancolie. L'humain, dans ses contradictions multiples, apparaît alors sans phare, sous une lumière crue et dans une tension violente entre attirance pour la maladie ou la mort et ressurgissement de l'élan de vie, qui se traduit dans l'attraction érotique, le regard caustique, la critique des conventions, la nostalgie fantasmée pour son enfance et son village
de l'enfance et l'amour envers les hommes fragiles et faibles à son image. La poésie et le désir d'écriture semblent être des étincelles à la jonction de cette opposition et de ces deux mouvements. Il écrit « J'ai souvent le besoin de chercher la preuve de mon existence en prenant conscience de mon moi de chaque instant. C'est alors que j'écris des tankas. Je me console un peu en traduisant en mots le moi de chaque instant en les lisant. » C'est ce poète dont le journal constitue, en arrière-plan de sa vie et de son œuvre poétique, l'affirmation d'une conscience qui représente une comète dans le ciel littéraire et la sensibilité japonaise, et a marqué d'un mouvement sans retour vers la modernité la sensibilité littéraire de ce pays. Cette métaphore de la comète rejoint le réel. Le 17 avril 1988, lorsque deux astrophysiciens japonais ont baptisé une planète mineure, une astéroïde de 35 km de diamètre, orbitant autour du Soleil en 5 ans et 8 mois, 4672 Ishikawa Takuboku. C'est ainsi que cet astéroïde, cette étoile, tourne maintenant dans un ciel lointain entre Neptune et le Soleil. Je vais donc laisser la parole à Gilbert Moreau, qui va nous faire entrer dans le vif du sujet du jury et du prix. Non, mais c'est pour l'enregistrement. Je me permets d'ôter mon masque. Donc, bonjour à tous. L'année 2020 fut marquée par la crise sanitaire qui a perturbé grandement notre quotidien. Et cela explique pourquoi nous vous réunissons qu'aujourd'hui pour remettre le prix Clarence Journal Intime 2020. Tout comme à chacun, le jury s'est adapté à cette succession de confinements, de restrictions de déplacement, en faisant des réunions par visioconférence quand le présentiel était impossible. Et nous sommes heureux de pouvoir à présent, et nous espérons que ça va continuer, heureux de nous réunir de nouveau autour d'une table pour débattre et discuter des journaux de l'année. Cette crise a frappé le monde de l'édition en général et en particulier celui des journaux intimes. En effet, le jury a examiné en 2020 24 journaux intimes contre 33 l'année précédente. Donc on constate qu'il y a une baisse en quantité qui est évidente, mais pas en qualité. Comme vous le savez, nous présentons chaque année 2 sélections. L'une en juin qui comporte 6 titres, choisis parmi les journaux intimes parus entre le mois de novembre de l'année précédente et le mois de mai. Une deuxième sélection est proposée fin octobre avec de nouveaux 6 livres, parmi lesquels on retrouve bien évidemment la sélection de juin, auxquels viennent s'ajouter les livres parus entre juin et octobre. En juin 2020, nous avions retenu 6 titres. Je vais vous les citer. Durer encore, un journal intermittent de Patrick Cloux. Journal 2000-2003, qui était le 3e tome paru du journal de Richard Millet. Ultima 3 de Philippe Duret. Temps profond de Tony Roche. Neige intérieure d'Anne-Sophie Subiga. Et enfin, Vanier de Boindieu, le journal d'Iñaki Uriat. La rentrée de septembre est toujours une rentrée riche dans le milieu littéraire et on a toujours à faire de très belles surprises. Et notre sélection finale d'octobre fut la suivante. Nous retrouvons les journaux de Philippe Duret et de Richard Millet qui étaient dans la sélection de juin, auxquels sont venus s'ajouter tout d'abord le 10e volume du journal de Charles Millet, Le Jour Paisse, le journal particulier de l'année 1937 de Paul Ghetto,
le journal de Renya, de Spiegel Renya, et un printemps à Ango, Ishikawa, Takuboku. Finalement, au 4e tour de scrutin, un printemps à Ango, de Ishawa, Takuboku, publié par l'édition Arfuyan, remporte le prix Journal intime 2020 par 4 voix, contre 2 voix au 10e tome du journal de Charles Fourier et 2 voix au volume 3 du journal de Richard Mille. Les lauréats du prix Clarence du journal intime 2020 sont donc Alain Dubré, qui a traduit ce journal japonais, qui est Paul de Cotigny, qui l'a préfacé. Pour remettre le prix à Paul de Cotigny, Alain Gouvret n'ayant pu se joindre à nous, je demande au membre du jury de bien vouloir me rejoindre. Donc, les membres du jury sont Daniel Larsan, Michel Brault, Pierre Fusco-Manger, Colette Pérouse, José François et Robert Thierry. Monique Bord a pu se libérer ce matin. Donc, si vous voulez bien nous rejoindre. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui, bien que tardivement dans l'année, pour vous remettre le prix Clarence du Journal intime 2020, que Josine François va vous remettre. Je vous remercie beaucoup. Très joli. Nous allons vous laisser la parole pour nous présenter un peu votre démarche, le journal, et puis pour nous lire quelques extraits. Non, on peut... Je mets là. Vas-y, merci. Faut que je prenne... Non, ce n'est pas nécessaire. Mon masque. Bonjour à tous, je suis très, très heureux de recevoir pour les éditions Arfuyan ce prix. Nous ne sommes pas familiers des prix car les prix sont souvent quelque chose de très, très compliqué et nous travaillons depuis 1975 que j'ai créé les éditions et on ne peut pas tout faire. Donc nous avons effectivement beaucoup traduit du japonais et beaucoup traduit Takuboku. Je vous ai apporté là comme une curiosité la première petite édition que nous avons faite en 1979 de Ceux que l'on oublie difficilement. C'est une des parties de son recueil Ishaku no Suna, Une poignée de sable. Et depuis, Takuboku ne nous a pas quittés et nous avons actuellement, outre l'ouvrage du Printemps Ogo, L'amour de moi, Ce que l'on oublie difficilement, qui a reparu enrichi, et Le Jouet triste, qui couvre presque toute l'œuvre poétique en tant cas donc de Takuboku. Donc la traduction a été faite là par Alain Gouvret, la préface par Paul de Cotigny, moi-même je suis l'éditeur, Gérard Pfister, et je ne suis pas un japonisant comme les deux que j'ai cités, mais enfin, à force de fréquenter l'œuvre de Takuboku depuis 1979, j'ai acquis quelques connaissances du sujet, et donc je voudrais vous dire comme cet auteur est particulier. Les Japonais l'appellent le Rimbaud japonais, et ça dit quelque chose peut-être de la relation qu'il a avec la littérature de son pays, et aussi avec le public. Avec la littérature de son pays, comme Rimbaud, il amène une rupture. Il est le premier à écrire avec tellement de franchise, presque d'impudeur, de lui-même. C'est une écriture autobiographique en tout, y compris dans sa poésie. Et également, c'est une rupture pour la langue. La culture japonaise, comme on le sait, est assez traditionnelle et traditionnaliste, et malheur à qui rompt avec les règles et les conventions. Il faut rappeler que le haikai, à l'origine, celui était réservé aux nobles, et qui écrivait des haikais sans y être autorisé était passible de mort.
Donc le tanka est en fait l'héritier du haikai, c'est donc le poème en 31 syllabes, comme le haikai, c'est un nouveau nom qui est donné au haikai. Donc le tanka, c'est ces 31 syllabes, sachant que le début du tanka, les 3 premiers vers, qui font 5, 7, 5 syllabes, se sont différenciés et sont devenus le haïku, ce fameux haïku dont on nous rebat les oreilles. Donc c'est 5, 7, 5, le tercet, et 7, 7, le distique final, et cet ensemble, c'est un tanka. Donc on peut dire qu'un haïku, c'est un morceau de tanka. Donc voilà, Takuboku est assez particulier à cet égard, et il est particulièrement aimé, comme les Rimbaud, certainement à cause de son destin. Il est mort à 26 ans. Il a eu une vie, on ne peut plus, difficile et émouvante. On peut même dire que son œuvre est largement inspirée de toutes ces misères et qui a à la fois souvent de l'apitoiement qu'il se reprochait lui-même sur son destin, qu'il compense par une certaine autodérision. Car il n'est pas tendre avec lui-même, autrement ce serait insupportable. Il est particulièrement sévère, caustique avec ses manières de faire, et on le voit dans son journal tout particulièrement. Pour parler de Takuboku, il faut absolument parler du contexte où il a écrit. On ne peut pas le juger selon les critères de la même époque en France. Donc ces dates, c'est 1886-1912. Donc il meurt à 26 ans. Cela coïncide entièrement avec le règne de Mutsuhito, l'empereur qui a choisi comme nom posthume le nom de Meiji. C'est donc l'empereur Meiji, lui il a commencé de régner en 1868 et il est mort en 1912, 2 mois après Ishikawa Takuboku. Ce règne de Mutsuhito a été quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire mondiale. On connaît peu de circonstances comparables, car il faut se remémorer que depuis 350 ans, les empereurs étaient en quelque sorte comme la reine d'Angleterre, des personnages représentatifs, officiels. Bon, comme la reine d'Angleterre, il avait une valeur spirituelle. L'empereur représentait, donc était un héritier de la déesse Soleil, mais à part ça, ce n'est pas lui qui gouvernait, c'était le shogun. L'empereur était à Kyoto, le shogun était à Tokyo. Et tout ça marchait très bien jusqu'à ce que le fameux Commodore Perry, les Américains, arrivent, disent ouvrez les frontières, car on n'avait pas le droit d'entrer ni de sortir du Japon sous peine de mort, pour les Japonais comme pour les étrangers. Donc c'était un pays extraordinairement fermé. Sous la pression de l'Occident, ce pays s'ouvre brutalement. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en même temps, c'est le shogun qui démissionne. Il démissionne et il refuse de désigner, dans la famille Tokugawa qui régnait depuis le début du shogunat, il refuse de désigner qui que ce soit, disant il faut maintenant mettre fin à ce régime, il faut que le Japon s'ouvre. Et c'est au même moment que Mutsuhito prend le pouvoir et d'emblée, dans une déclaration, annonce la politique d'ouverture, de modernisation qu'il va mener tambour battant. Dans tous les domaines juridiques, économiques, etc. Il crée une sorte de démocratie, mais sur le modèle de l'Empire allemand, du cher Bismarck et Guillaume. Bon, on ne peut pas dire que c'était une démocratie très... Bon, mais il y avait une diète, etc. Il y avait 1% de Japonais qui votaient. Donc c'était un régime qui restait extraordinairement rigoureux et traditionnel. Ce n'est pas non plus un régime qui est allé vers la paix, puisque les entreprises coloniales n'ont cessé, la Corée, et cette fameuse guerre russo-japonaise en 1905. Cette guerre qui, pour la première fois, voyait un pays d'Orient, un pays asiatique, vaincre un pays d'Occident, la Russie. Fierté immense et un encouragement pour d'autres entreprises qui ne seront pas accomplies par Mutsuhito, mais par ses successeurs avec la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une certaine continuité.
Donc ces entreprises étaient très, très inquiétantes. Et à l'intérieur, le régime était très oppressif. En 1910, il y a eu un certain mouvement anarchiste très limité à une trentaine de personnes, d'amis de Takuboku, dirigé par un certain Kotoku Shusui. Et ce Kotoku n'avait pas fait le premier pas d'une conspiration pour tuer l'empereur. Mais il était accusé d'avoir voulu comploter contre la vie de l'empereur. 26 personnes ont été arrêtées, condamnées à mort. La moitié ont été exécutées, dont le fameux Kotoku. C'était en 1910. Donc c'était un an après l'écriture du printemps Ango. Donc vous voyez, cette écriture située entre la guerre russo-japonaise, avec cette espèce de folie nationaliste qui s'empare du pays contre l'Occident, car on voulait l'imiter, mais on voulait surtout le dépasser, un peu comme la Chine aujourd'hui. Et puis 1910, avec cette affaire qui est restée quand même dans toutes les mémoires, cette prétendue conspiration. Takuboku, clairement, était du côté de l'Occident. C'est pour ça aussi qu'il écrit son livre en caractère latin. Il voulait moderniser cette langue. Il sentait bien tout ce qu'elle avait de stérilisant et combien ça ne correspondait plus à la vie moderne. Et il voulait donc aussi moderniser la société à l'avenant. Et donc ses sympathies allaient clairement pour le socialisme et pour les mouvements, même anarchistes, comme celui de Kotoku. Donc, ça montre dans ce paysage de la culture japonaise quelqu'un d'assez extraordinaire, qui rompt avec toutes les règles. Il n'était pas seul. Il faut aussi, est important de le dire, qu'à cette époque, le Japon a connu, par l'ouverture qui avait été donnée, une très grande efflorescence littéraire. Mais je dirais que Takuboku était un des plus radicaux. Les autres, c'était le fameux Natsume Soseki, qui a écrit « Je suis un chat », qui raconte justement le Japon après la guerre russo-japonaise de 1905, et qui a écrit ce fameux Botchan aussi, qui raconte la vie du Japon sous Meiji. Et c'était le fameux Mori Ogai, qui lui aussi qui a été très inquiété par la censure et qui a écrit l'intendant Shendo, ça s'appelle, je crois, oui, et qui ont été des livres très marquants et qui sont aujourd'hui encore très lus. Botchan, paraît-il, est toujours lu encore dans les écoles. Hein. C'est l'histoire d'un petit garçon sous cet empire. Donc c'est des livres qui sont très très prégnants aujourd'hui encore dans la culture japonaise. Ces trois auteurs sont très très marqués. Et on pourrait dire d'ailleurs que Mori Ogai a fait ses études en Allemagne et était très marqué par l'Allemagne. Il voulait épouser une jeune danseuse allemande qu'il n'a pas pu épouser, qui est revenue en Allemagne. Natsume Soseki était très marqué par l'Angleterre. Il était professeur d'anglais à l'université de Tokyo. Il avait succédé à Lafcadio Hearn, ce fameux Lafcadio Hearn qui a eu tellement d'importance par rapport à la culture japonaise. Et le Kotoku Shusui, que j'évoquais tout à l'heure, journaliste et anarchiste, lui était très marqué par les États-Unis où il a vécu. Donc ces grands écrivains de l'époque avaient voyagé et avaient appris les langues et étaient vraiment imprégnés d'Occident. En même temps, il y avait aussi le goût d'une certaine manière de vivre japonaise, et ils étaient tiraillés entre le besoin de la nouveauté et une certaine fidélité à leurs racines tellement particulières. Voilà, c'est là qu'écrit Takuboku. Sa vie, elle est facile à résumer, ce ne sont que des échecs. À 17 ans, il quitte l'école sans avoir reçu de diplôme parce que prétendument il avait triché. Enfin, c'était quelqu'un qui, dès l'école, était très révolté et qui avait bien que brillant, qui avait de très mauvais rapports avec l'institution scolaire. Donc, 1902, il quitte l'école et monte à Tokyo pour accomplir son destin littéraire. Il tombe malade, son père vient le rechercher. Et il retourne dans son village de Shibutami. Voilà. J'ai oublié de dire que son père était moine bouddhiste, ce qui n'est pas indifférent non plus à l'esprit de Takuboku. Cet esprit de compassion
extraordinaire qu'il éprouve vis-à-vis de toutes les personnes qu'il rencontre dans ces tankas, et y compris dans un printemps Angot. Cette écriture est marquée par une profond amour des vivants, vraiment cet esprit de compassion. Son père était moine de l'école, responsable d'un temple, donc à Shibutami, de l'école Soto, qui est une des écoles du Chan. Et donc, là aussi, cette méditation de Chan, ce sens de la vacuité, peut expliquer aussi une particulière capacité d'autoconcentration sur les mouvements de l'âme qui se passent dans chaque instant, puisque sa grande idée, c'est ça. C'est en cela parallèle un peu avec ce que l'on voit à l'Occident au même moment, mais un peu enfin, c'est par hasard, mais ça vient de tout ailleurs, c'est le flux mental, ce que l'on retrouve chez Virginia Woolf ou chez Proust, d'une certaine manière. Cette idée du flux mental et du sens des toutes petites choses, analyser tout, et que la grandeur n'est pas dans les choses grandioses, mais dans l'éphémère de notre vie. Voilà comment on peut positionner Takuboku. Donc 1902, ce premier échec. 1904, il y retourne. Et là, c'est son père qui est accusé de détournement de fonds. La famille, on le chasse du temple. Il est obligé de rentrer à Shibutami pour subvenir aux besoins de la famille. Il devient le responsable de la famille. Ce pauvre garçon, à 19 ans, se retrouve affligé de tout ce monde, sachant que tout le monde est malade. Lui-même a été malade 2 ans avant, et toute sa vie sera marquée par des maladies incessantes, et essentiellement la tuberculose. Tout le monde en sera atteint dans sa famille. Donc il essaie il revient, deuxième échec donc pour mener cette vie à Tokyo. Il revient vivre à Shibutami, il devient instituteur, il ne se plaît pas du tout, il est mal vu, parce qu'évidemment il avait des idées de tokyoïte, et dans ce village du nord-est du Japon, un monsieur venu de Tokyo et qui a des grandes idées littéraires, et qui est aussi un peu anarchisant, ça n'inspire pas confiance. Il part pour Hokkaido, il trouve des besognes dans le journalisme, ici et là. D'abord à Hakodate, il s'installe à Hakodate. Qu'est-ce qui se passe? Hakodate brûle, la ville brûle. Il est obligé de quitter Hakodate pour Sapporo, et puis d'autres petites villes pour essayer de trouver du boulot. Bon, et puis ça ne marche pas, il est tout seul, sa famille n'est pas avec lui. Il essaie sans cesse de gagner de l'argent et s'installer pour faire venir sa famille, qui était venue à Hakodate, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Bon, et puis voilà, tout ça s'enlise, séquence de 2 ans, et 3e arrivée à Tokyo. À Tokyo, là, cette fois, apparence de succès. Il trouve un travail de correcteur dans un des grands journaux tokyoïtes. L'inspiration est avec lui. L'un des moments les plus beaux de sa vie, c'est que, je crois que c'est en 1909, 1908, 9, donc je crois que c'est avant le printemps Angot, un soir, il écrit un tanka, 2 tankas, etc. Et en 50 heures, il en écrira plus de 250, sachant que toute sa vie, il a publié 700 tankas. Donc on peut dire que le tiers de ce qu'il a publié dans sa courte vie lui est venu en 50 heures, un soir et une nuit. Voilà. Bon, c'était une période, ce 3e venu à Tokyo, assez grisante. Mais cela donc sera de courte durée. Le problème de cette conjuration de Kotoku dont j'ai parlé en 1910, qui l'inquiète, il arrive à avoir les documents privés du procès, il est très proche de tout cela, et puis après, donc il publie un livre aussi, donc la fameuse Poignée de sable, en 1910 je crois, qui est le grand livre de tanka de son vivant. C'est pour lui un grand bonheur. Et puis voilà, rattrapé par la tuberculose, il aura le temps de demander un ami de chercher un éditeur pour son 2e grand volume de poésie, donc le Jouet triste. Le livre paraîtra juste après sa mort. Lui donc meurt en
en avril 1912, et le livre paraît en juin. Et l'empereur décède en juillet. Voilà, j'ai bouclé un peu la boucle, j'étais très long, mais j'espère que vous avez compris un petit peu ce que cet homme a d'assez extraordinaire, et en tout cas le titre est « On ne peut mieux choisi ». Quand on l'a lu, on ne l'oublie pas, cette voix-là, on a l'impression que c'est celle d'un ami, avec toutes ses faiblesses, toute sa tendresse, et puis tous ses défauts, il faut dire qu'ils sont innombrables, et il ne s'en cache pas, et c'est ça qui est merveilleux. Alors ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est qu'un jour, c'était dans les années 90, je crois, ou 2000, j'étais au cinéma, je vois un film qui s'appelait Le Filmographe, un film d'Alain Cavalier. J'aime beaucoup Alain Cavalier. Et comme tous les films d'Alain Cavalier, c'est des films très intimistes, et on voyait à un moment donné un personnage prendre un livre, c'était pas cette édition-là, un livre de Takuboku, et qui était en plein écran. Sur l'écran, on ne voyait que la couverture de Takuboku, et il lisait des textes de Takuboku. Puis après, il en relisait d'autres. Et au fond, cette manière d'écrire la pauvreté et la merveille du quotidien et de ce caractère absolument précaire de notre vie et éphémère, cette sensibilité-là, un cinéaste contemporain et de premier plan l'avait retrouvée, au point même qu'il ait voulu que Takuboku soit présent dans l'image. Voilà, donc c'est l'actualité d'Ishikawa Takuboku. Je n'ai pas dit aussi que Ishikawa, c'est son nom de famille, qu'on met toujours en premier au Japon, et Takuboku, c'est son prénom. Son véritable prénom, c'est Hajime, mais il a choisi comme prénom d'artiste, comme c'est la pratique chez tous les auteurs du haïku ou du tanka, il a choisi comme prénom Takuboku. Et Takuboku, ça désigne un pivert un peu misérable, maigrichon, et c'était aussi la manière dont il se voyait, ce pauvre petit oiseau sans grâce. Voilà, et ça résume ce destin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir honoré en France Takuboku, qui reste peu connu, mais qui a, je peux vous le dire, de nombreux admirateurs parmi les lecteurs. Quand on l'a lu, on le reprend, c'est un livre de chevet. Et nous ne publions que des livres de chevet. Et voilà. Merci au jury, merci à la Fondation. Nous sommes très heureux et j'exprime là le sentiment aussi du traducteur et du préfacier. Et nous continuerons de publier Ishikawa Takuboku. Merci. Peut-être que dans le mouvement des tankas, vous pouvez nous dire... Voulez-vous ? La séance. Je lis les... Une séance de tanka. Après la fin. La séance. Lorsqu'après la fin, oui, c'est dans les pages 50. Voilà. Je devais assister à une séance de tanka à la maison de M. Yosano. Comme je m'y attendais, la séance a été ennuyeuse. Hiraide a déclaré que la veille, la réunion de l'association PAN avait été un grand succès. Yoshi, qui est arrivé en retard, répétait sans cesse « La nuit dernière, un policier m'a fait des remontrances parce que j'étais ivre et que j'urinais dans la rivière du haut du pont Eitai. » Apparemment, tous les membres de PAN étaient ivres et ils ont fait du tapage. Comme d'habitude, nous avons écrit des tankas sur les sujets qui étaient proposés par les membres. En tout, nous étions 13. Il était environ 9 heures lorsque nous avons achevé nos sélections. Comme je n'ai pas envie en ce moment de faire des tankas sérieux, j'ai rédigé le genre de pièces comiques dont j'ai l'habitude. Quelques exemples. Toute hérissée en chemin, ma moustache est retombée, comme celle de mon ennemi d'à présent. Je remarque seulement maintenant les yeux de l'homme au manteau rouge que je croise tout le temps. Le cuir grinçant dans ses chaussures, je me sens bizarre, mal à l'aise, comme si je marchais sur des grenouilles. Il faut 3 ans d'entraînement avant de pouvoir bâiller tout grand devant lui, qui
Quitter sa maison, passer les plaines, traverser montagnes et mers. Oh, je veux aller quelque part. Sa main prise soudainement, surprise, elle résista et ne revint jamais. N'y a-t-il pas dans vos yeux un dispositif comme celui du stylo-plume pour cette incessante effusion de larmes ? Ce type bégayait, main tremblante, quand il voyait une femme. Il en est bien loin à présent. Allongé dans l'herbe verte de la rive, porté par le ciel lointain, les flonflons d'une fanfare. Aiko-san nous avait invités à continuer à écrire toute la nuit. J'ai inventé un prétexte peu convaincant et je me suis pressé de rentrer chez moi. J'ai trouvé Aomi dans la chambre de Kindaichi et j'y suis resté à papeter pendant près d'1 heure. Puis je suis retourné dans ma chambre. Le remords s'est soudain emparé de moi. Encore une précieuse journée passée pour rien ? Si je voulais voir les cerisiers en fleurs, pourquoi ne suis-je pas allé tout seul les admirer autant que je voulais ? Des séances de tanka, comme c'est ennuyeux et stupide. Voilà. Est-ce que vous continueriez encore ? Comme vous voulez. L'apaisement qui me plaisait beaucoup, page 39. Oh, l'apaisement, cette libération de tout souci, ce sentiment de paix de l'esprit, quel pourrait bien en être le goût ? Depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à comprendre ce qui se passe autour de moi, j'ai oublié ce qu'est la paix de l'esprit. À présent, ce n'est que dans le tramway qui m'amène au bureau et m'en ramène que mon esprit est vraiment à l'aise. Quand je suis chez moi, j'ai le sentiment, sans aucune raison, que je dois faire quelque chose. C'est ce quelque chose qui me perturbe. Est-ce lire ? Est-ce écrire ? Ce n'est, semble-t-il, ni l'un ni l'autre. Non, lire et écrire semblent n'être qu'une partie de ce quelque chose. Y a-t-il quelque chose d'autre que je puisse faire, hormis lire et écrire ? Je ne sais pas. En tout état de cause, j'ai le sentiment que je devrais toujours être en train de faire quelque chose. Même lorsque je me complais en pensée insouciante, je me sens miné par ce quelque chose. Et pourtant, je n'arrive à me concentrer sur rien. Lorsque je suis au bureau, je n'arrête pas de souhaiter que le temps passe le plus rapidement possible. Ce n'est pas que mon travail m'ennuie ou que je trouve mon environnement désagréable. C'est que je suis poursuivi par le sentiment qu'il me faut rentrer chez moi dès que possible et faire quelque chose. Je ne sais pas ce que je suis censé faire, mais derrière moi, il y a toujours ce quelque chose à faire qui me poursuit. Je suis très sensible dans la nature au changement des saisons. Lorsque je regarde une fleur, je ressens « Ah, voilà qu'elle a éclos ». Et cette expérience, pourtant toute simple, me transperce comme une flèche. J'ai le sentiment qu'en un instant, cette fleur va s'ouvrir et que ses pétales vont tomber pendant le temps que je la regarde. Quoi que je vois ou que j'entende, pour mon esprit, c'est comme si j'étais sur la rive d'un torrent impétueux. Il ne peut se calmer, ni même s'apaiser. Je ne me contiens pas. Pour une raison ou une autre, mon esprit vagabonde, comme poussé de derrière ou tiraillé vers l'avant, et je me sens comme si je devais commencer à courir. De quoi ai-je besoin ? D'être célèbre ? Non. D'avoir des projets ? Non. D'amour ? Non. De savoir ? Non. Est-ce donc d'argent ? Ah oui, l'argent est une des choses dont j'ai besoin. Mais ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Ce que je recherche du fond de mon âme, c'est l'apaisement. Oui, c'est vraiment ça. Voilà. Vous voulez le 3 ? Si vous le sentez. Oh, bah oui. Ma sœur, mon unique sœur cadette, je suis complètement responsable d'elle.
Et cependant, je n'ai même pas pensé à m'acquitter de cette responsabilité. Au début de mai de l'année précédente, l'an dernier, j'ai été licencié de mon école à Shibutami pour avoir organisé une grève. Et il était décidé que ma petite sœur irait vivre avec ma sœur aînée, à Otaru. Nous sommes allés ensemble jusqu'à Hakodate, mon intention étant d'aller à Hokkaido pour trouver un emploi. La mère de Tsugaru était agitée pendant la traversée. Je m'occupais de ma petite sœur qui avait le mal de mer et était toute pâle. Ah, c'est peut-être bien la seule fois que je me suis comporté en frère vis-à-vis de ma petite sœur. Elle a déjà 22 ans. Si les choses s'étaient déroulées normalement, manifestement, elle se serait déjà mariée et elle aurait un mignon petit enfant dans les bras. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Je ne sais combien de fois déjà il a échafaudé des plans pour subvenir à ses propres besoins. Malheureusement, ces plans ont tous échoué. Ma bien malchanceuse sœur, qui me ressemble trop, n'était somme toute pas faite pour convenir au monde réel. Merci, cher artiste. Je crois que pour finir, on a une lecture que vient faire ma femme, qui va donner un sourire après cette mélancolie. Oui. La nuit troublée. Je suis restée tard éveillée. Il était à peu près 1h20. J'étais occupée à écrire lorsque soudain j'ai entendu des pas devant ma porte. Quelqu'un à la respiration bruyante et saccadée. Eh bien, retenant mon souffle, j'ai tendu l'oreille. La respiration derrière ma porte faisait un bruit par cette nuit très calme, aussi violent qu'un orage. Pendant un temps, il n'y a eu aucun signe que la personne allait bouger. Qui que ce fût, cette personne voulait, semble-t-il, espionner ce qui se passait dans les différentes chambres. Dès le début, cependant, je n'ai pas pensé qu'il s'agissait d'un voleur, à aucun moment. Soudain, l'ombre d'une femme, les cheveux relevés en un haut shimada, s'est profilée clairement contre la porte de papier coulissante à l'entrée de ma chambre. C'était Okiyo. Toute forte qu'elle était, je me suis rendu compte par la violence de sa respiration, après avoir monté jusqu'à l'étage, à quel point son cœur battait vite. La lampe dans le couloir avait fait ressortir sa silhouette sur ma porte. La porte de la chambre voisine à la mienne s'est silencieusement ouverte. La femme est entrée. Une voix faible a grommelé « Il m'a semblé qu'elle réveillait l'homme endormi. Au bout de quelques instants, elle a entrouvert la porte qu'elle avait fermée et a, semble-t-il, espionné ma chambre. Puis, laissant la porte en place, elle est retournée dans la pièce. À nouveau, j'ai entendu ce puis des bruits de voix étouffées. Elle s'est déplacée vers l'entrée de la chambre et en a fermé la porte. J'ai cru l'entendre faire 2 ou 3 pas, puis plus rien d'autre n'a attiré mon attention. Une horloge qui sonne 1h30 dans une pièce lointaine et très faiblement le chant d'un coq. J'avais l'impression de suffoquer. Les 2 dans la chambre d'à côté ont dû penser que je m'étais endormie. Si j'avais donné le moindre signe d'éveil, comme ils auraient été gênés. J'étais vraiment coincée. En essayant de faire le moins de bruit possible,
j'ai ôté mon haori et mes chaussettes, puis je me suis lentement levée de ma chaise. Mais j'ai éprouvé de grandes difficultés pour me mettre au lit. Il m'a fallu bien 10 minutes avant de réussir à m'y glisser. Enfin, sans faire de bruit, j'ai pu m'endormir. Même là, j'avais un peu l'impression de suffoquer. Je n'en menais vraiment pas large. De la chambre voisine parvenait faiblement le bruit de respirations irrégulières, tièdes et haletantes, comme produites par des lions dans le lointain. Nul doute qu'ils étaient au paroxysme d'une jouissance dans laquelle leur corps et leur cœur se consumaient. En entendant ces sons étranges, je ne me sentais pas du tout excitée. Depuis le début, j'avais eu l'impression d'avoir trouvé un bon sujet pour une histoire. Ce type, c'est vraiment quelque chose, ai-je pensé. Il était probablement resté juste pour pouvoir faire la conquête d'Okiyo. Mais tout de même, cette femme, quelle audace! Ma première action demain matin, faudra-t-il que je le dise à Kindashi? Ce serait cruel. Non, ce serait plus amusant de le lui dire. L'horloge a sonné 2 heures. Assez vite, je me suis endormie.